Alors mettons de côté juste un instant tout ce qu'on croit savoir sur ce qui est réel. Aujourd'hui, on plonge dans le surréalisme. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple mouvement artistique. C'est une véritable tentative de faire sauter les verrous de notre propre esprit. Voilà. C'est la question un peu folle, la question radicale que pose le surréalisme. Et il faut se remettre dans le contexte. Au début du XXe siècle, ce monde si fier de sa raison venait de s'infliger une catastrophe d'une violence absolument inimaginable. Plus de 20 millions. C'est le nombre de morts civils et militaires de la Première Guerre mondiale. Une véritable boucherie. Face à une telle hécatombe, comment voulez-vous encore croire en un monde logique, en un monde ordonné ? Forcément, ça a préparé le terrain pour une révolte totale de l'esprit. C'est donc là, au milieu de ce chaos, que le surréalisme va prendre racine. Et il ne sort pas de nulle part, non, il est né directement sur les ruines d'un autre mouvement de révolte, le dadaïsme. Il faut bien comprendre la différence. Le dadaïsme, dans sa rage, avait tout mis par terre. C'était un immense non crié à la face de la société. Mais le surréalisme, lui, va chercher à construire. L'idée, ce n'est plus seulement de tout détruire, mais de trouver un oui puissant, enfoui tout au fond de nous, dans l'inconscient, pour pouvoir tout reconstruire sur des bases complètement nouvelles. Et ce projet de reconstruction, il va être théorisé par un homme en particulier, André Breton. C'est lui qui va rédiger le texte fondateur, l'acte de naissance officiel du mouvement. Alors, le mot en lui-même, surréalisme, ce n'est même pas Breton qui l'a inventé. C'est le poète Guillaume Apollinaire, déjà en 1917, qui l'utilise pour parler d'une sorte de réalité augmentée, une surréalité. Mais c'est bien Breton qui va prendre ce mot et lui donner toute sa force, tout son sens. Et là, on est au cœur du réacteur, automatisme psychique pur. Ce qui est dingue avec cette définition, c'est l'idée qu'on peut capter la pensée à l'état brut. Vraiment, avant que la raison, la logique, la morale ne viennent mettre leur grain de sel, filtrer, censurer. C'est comme essayer de brancher un micro directement sur la source de la créativité. Évidemment, le surréalisme n'est pas né de rien. C'est un cocktail intellectuel assez détonnant en fait. Prenez une dose de Karl Marx et son désir de transformer le monde. Ajoutez-y une bonne mesure d'Arthur Rimbaud et sa volonté de changer la vie. Et puis vous secouez le tout avec les découvertes de Sigmund Freud sur ce continent totalement inexploré, l'inconscient, les rêves, les désirs cachés. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que leur saint patron, Freud lui-même, se méfiait d'eux comme de la peste. Pour lui, les surréalistes étaient juste une bande de fous absolus. Il faudra attendre son rencontre avec Salvador Dali bien plus tard, en 1938, pour qu'il commence enfin à se dire « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'ils font ». On entre maintenant dans ce qu'on appelle l'âge d'or du mouvement, grosso modo de 1924 jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est une période d'effervescence créative, mais vraiment extraordinaire. Et en quelques années à peine, tout explose. Ça part en 24 avec la théorie, le fameux manifeste, et très vite, ça contamine tout. Le cinéma, par exemple, boum, le choc du film Un chien andalou en 29. Puis le scandale de l'âge d'or en 30, qui va d'ailleurs souder le groupe face aux censeurs. Et pour couronner le tout, l'exposition internationale de 38 à Paris. À ce moment-là, c'est clair, le surréalisme n'est plus juste une idée, c'est une force qui est en train de tout bousculer. Ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Le surréalisme, ce n'est pas juste de la peinture ou de la poésie, c'est avant tout un état d'esprit, une méthode qu'on peut appliquer à tout, peinture, photo, cinéma, sculpture, littérature. Tout le monde travaillait ensemble, les idées fusaient, s'échangeaient, c'était un vrai laboratoire à ciel ouvert. Et franchement, quel casting! On a des génies partout. Chacun avec son style bien à lui va contribuer à forger l'image du surréalisme. On pense bien sûr aux paysages de rêve ou de cauchemar de Dali, aux formes étranges et colorées de Miro, aux photos incroyables de Man Ray. Bref, une véritable constellation d'artistes. Mais bien sûr, cette belle unité ne pouvait pas durer éternellement. Les problèmes ont commencé à arriver. D'abord, des grosses disputes sur la politique. Fallait-il, oui ou non, adhérer au Parti communiste? Ça a créé de vraies fractures. Et puis, la Seconde Guerre mondiale a éclaté, et ça a été le coup de grâce. Beaucoup d'artistes ont dû fuir, s'exiler, et c'était la fin de cet âge d'or parisien. D'accord, mais alors, concrètement, comment on fait? Comment on accède à ce fameux inconscient? Eh bien, ils n'ont pas fait que théoriser. Ils ont inventé tout un tas de techniques et même de jeux dont le but était très simple, court-circuiter le cerveau rationnel. Le plus connu, c'est sans doute le cadavre exquis. C'est l'exemple parfait de leur méthode. C'est un jeu né un peu par accident qui montre bien à quel point ils croyaient au pouvoir du hasard et de la création à plusieurs pour faire émerger des choses totalement folles. D'ailleurs, la toute première phrase qu'ils ont obtenue comme ça, c'était « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Le nom est resté. Mais au-delà de ces jeux collectifs, il y avait surtout deux grandes approches qui s'opposaient.
D'un côté, on a Breton, avec sa méthode passive, on se met en condition et on devient une sorte de secrétaire de son propre inconscient, on note tout ce qui passe. Et de l'autre côté, on a l'approche de Dali, beaucoup plus active, explosive, sa fameuse méthode paranoïaque critique. Lui ne se contentait pas d'attendre que ça vienne, il provoquait ses propres délires pour ensuite les organiser et en faire des œuvres d'art. Deux styles, deux chemins totalement différents pour arriver au même endroit. Alors, même si le noyau dur parisien finit par se disperser, l'idée, elle, est lancée. Et l'onde de choc du surréalisme va se propager absolument partout dans le monde, bien après la fin de son fameux âge d'or. Oui, l'idée a vraiment voyagé. On a tendance à penser que c'est un truc très parisien, mais pas du tout. Le surréalisme a planté ses graines partout. En Belgique, bien sûr, à Prague, en Espagne, mais aussi au Japon ou en Amérique latine. À chaque fois, les idées ont été reprises, adaptées, transformées, ce qui prouve à quel point elles étaient universelles. On a même eu une déclaration officielle de la fin du mouvement en 1969, après la mort de Breton. Mais en réalité, beaucoup ont refusé d'assister à l'enterrement. Parce que le surréalisme, en tant que manière de voir le monde, en tant qu'attitude face à la création, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Cette phrase de Breton, elle résume tout, je trouve. L'imaginaire est ce qui tend à devenir réel. C'est ça, le cœur de leur message. Pour eux, le rêve, l'imagination, ce ne sont pas juste des petites fantaisies pour s'évader. Non, ce sont des forces bien réelles, capables de changer le monde. Finalement, le surréalisme, il a ouvert une porte. Il nous a rappelé qu'il y a un continent immense à l'intérieur de chacun de nous. Et la question qu'il nous pose, et qui est toujours aussi actuelle, c'est « Et maintenant, quelles sont les prochaines frontières à faire tomber ?» L'exploration, au fond, ne fait que commencer.